Le grondement assourdissant des Stukas emplissait le ciel au-dessus des Ardennes, une rumeur d'enfer qui glaçait le sang. Contre toute attente de l'état-major français, qui croyait cette région naturelle infranchissable pour des blindés, les divisions cuirassées du général Heinz Guderian fonçaient vers la Meuse. Parmi les soldats français terrés sur la rive sud, le jeune caporal Jean Lemercier, un instituteur parisien mobilisé, serrait son fusil Lebel, les jointes blanches. Il regardait, médusé, cette forêt mouvante de métal et de feu. Le 13 mai 1940, à Sedan, l'enfer se déchaîna. L'aviation allemande pilonna sans relâche les positions françaises. C'était une tempête d'acier, ininterrompue, écrira Jean dans une lettre qu'il n'aurait jamais le temps d'envoyer. Le bruit nous arrachait l'âme. Sous ce déluge, le moral des défenseurs, pour beaucoup des réservistes, se brisa. Dans la confusion et la fumée, les pionniers allemands établirent des ponts de bateaux. Les premiers panzers franchirent la Meuse. La percée était réalisée. La ligne Maginot, ce bouclier coûteux et rassurant, était tournée. Pour Jean et ses camarades, ce fut la débandade. L'ordre de retraite, donné trop tard, se transforma en déroute sous les coups de boutoir des panzers. L'armée française, figée dans les doctrines de la Grande Guerre, était dépassée. La Blitzkrieg foudroyait ses espoirs. Jean, en repli chaotique avec les débris de son unité, assistait, impuissant, à l'effondrement de son pays. La vision des colonnes de réfugiés fuyant sur les routes, mitraillés par les avions, le hanta à jamais. Chapitre 1. La chute et la naissance des ténèbres, juin 1940. La défaite militaire se mua en effondrement national. Le gouvernement, chassé de Paris, se réfugia à Bordeaux. Le 16 juin, le maréchal Philippe Pétain, le vieux vainqueur de Verdun, devenait président du Conseil. Le 17, d'une voix cassée par l'âge mais ferme dans son funeste dessein, il annonça à la radio qu'il fallait cesser le combat. Pour Jean, caché dans une grange près d'Orléans, l'écoute de ce discours fut un coup de poignard. « C'est un armistice qu'il faut chercher », avait dit la voix paternelle et traîtresse. La capitulation était consommée. L'armistice, signé le 22 juin 1940 dans la clairière de Rotonde, dans le même wagon où l'Allemagne avait capitulé en 1918, humiliait la France. Le pays était coupé en deux, une zone occupée au nord et une zone libre au sud, dirigée par le régime de Vichy de Pétain. Mais une autre voix, inconnue, avait résonné 2 jours plus tôt. Le 18 juin, un général français presque inconnu, Charles de Gaulle, avait lancé depuis Londres un appel à la résistance. Jean ne l'avait pas entendu sur le moment. Peu le firent. Mais les mots, comme des graines, commencèrent à germer dans l'ombre. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Démobilisé, Jean rentra à Paris, une ville meurtrie, étrangère, où flottèrent des drapeaux à croix gammées. L'humiliation était quotidienne. Il retrouva son appartement, son école, mais plus rien n'était comme avant. Il croisait le regard fuyant de ses voisins, sentait la peur omniprésente. Un soir, en récupérant quelques affaires dans la poche de son manteau militaire, il retrouva la lettre qu'il avait écrite à Sedan. Les mots, tracés dans la terreur, lui parurent soudain lâches. La colère, longtemps contenue, monta en lui. Chapitre 2. Les premiers réfractaires, 1940-1941. La vie sous l'occupation était un long calvaire. Le rationnement affamait la population, la propagande de Vichy exaltait le travail, famille, patrie et la collaboration. Les lois antisémites se multiplièrent, excluant les juifs de la société française. Jean, témoin de l'étoile jaune cousue sur les manteaux de ses anciens élèves, sentit son cœur se serrer. Cette France-là n'était pas la sienne. Le premier acte de rébellion fut minuscule. Un soir, il croisa à la terrasse d'un café un officier allemand qui laissait traîner son journal, le Pariser Zeitung. Sous le regard approbateur du serveur, il fit semblant de trébucher et renversa son verre sur le journal. L'officier s'emporta, mais la petite victoire était là. Puis vint le premier vrai contact. Un ancien camarade de régiment, Pierre, le contacta discrètement. « On fait quelque chose, Jean. On imprime des tracts, des petits mots pour rappeler aux gens que De Gaulle existe.
C'était le début. Dans une cave humide, à la lueur d'une lampe de poche, ils imprimèrent des feuilles avec un duplicateur à alcool, appelant à la résistance passive, à l'esprit de refus. C'était risqué. La Gestapo et la milice française de Vichy traquaient sans relâche les terroristes. Le réseau s'agrandit, se structura. Il collectait des renseignements sur les mouvements de troupes, aidait les aviateurs alliés tombés en France à regagner l'Angleterre. Chaque action était un pari avec la mort. Jean, l'instituteur pacifiste, apprit à se méfier de tous, à vivre dans la clandestinité, à changer d'identité. Il n'était plus Jean Le Mercier, mais Lucien. Chapitre 3. La résistance sans racines, 1942-1943. L'année 1942 fut un tournant. L'instauration du service du travail obligatoire, STO, poussa des milliers de jeunes Français à refuser la déportation en Allemagne et à prendre le maquis. Les rangs de la résistance gonflèrent. Les groupes isolés commencèrent à se fédérer sous l'égide de Jean Moulin, l'envoyé du général de Gaulle. Jean et son réseau furent intégrés dans les francs-tireurs et partisans, FTP. Les actions s'intensifièrent. Du renseignement, ils passèrent au sabotage. Une nuit, près d'une voie ferrée, utilisée pour ravitailler la base sous-marine de Saint-Nazaire, ils firent sauter un convoi de munitions. L'explosion illumina la nuit, un éclair de justice dans les ténèbres. Jean, le cœur battant la chamade, regarda l'incendie avec une satisfaction amère. C'était sa réponse à Sedan. Mais l'étau se resserrait. La milice, composée de Français au service de l'ennemi, était redoutable. Elle connaissait le terrain, les mentalités. En juin 1943, Jean Moulin fut arrêté, torturé à mort sans parler. La nouvelle plongea la résistance dans le deuil et la terreur. Chaque arrestation, chaque torture, chaque exécution rapprochait le danger. Le propre réseau de Jean fut démantelé. Pierre fut pris. Jean ne l'apprit que par un entrefilet dans le journal collaborationniste. « Je suis partout », terroriste abattu lors de son arrestation. Il n'y avait plus de place pour les larmes, seulement pour la vengeance. Chapitre 4. La libération et le prix du sang, 1944. Le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie fut l'étincelle que toute la résistance attendait. L'ordre vint de Londres, parachuter des vessies. C'était le code pour le déclenchement du plan vert de sabotage systématique des voies ferrées et du plan tortue pour bloquer les routes. À Paris, l'insurrection couvait. Les FFI, Forces françaises de l'intérieur, unifiées, passèrent à l'action. Jean, devenu un responsable local, coordonnait les barricades, les attaques contre les patrouilles allemandes. La ville se transforma en champ de bataille. Chaque rue était disputée. L'hôtel de ville fut repris, la préfecture de police libérée. Mais les Allemands, sous les ordres du général von Coltitz, se battaient avec l'énergie du désespoir. Les chars tigres pilonnaient les barricades. Les combats étaient d'une violence inouïe. Le 25 août 1944, l'arrivée de la 2e division blindée du général Leclerc, la division France Libre, scella le destin de la bataille. Ce jour-là, place de la Concorde, Jean, le visage noirci par la poudre, serrant un vieux fusil, vit les premiers chars Sherman français. Sur leurs tourelles, on lisait les noms des batailles perdues et reconquises, Montmirail, Austerlitz. Et un autre, qui fit monter les larmes aux yeux de Jean, Romilly. C'était le nom de son village. Un soldat de Leclerc, un gamin de 20 ans, lui sourit. « On est là, mon vieux. » L'après-midi, la reddition de von Coltitz était signée. De Gaulle descendit triomphalement les Champs-Élysées sous les acclamations d'un peuple en liesse. Jean était là, parmi la foule, silencieux. Il regardait ces visages radieux, ces drapeaux tricolores, ces femmes qui embrassèrent les soldats. Il pensait à Pierre, à tous ceux qui étaient tombés dans l'ombre sans voir ce jour. La victoire était là, magnifique, mais son goût était mêlé à l'amertume de la perte. Épilogue. Les cicatrices de la lumière. La guerre n'était pas finie, mais Paris était libre. La France entamerait un long et douloureux processus de reconstruction et de mémoire, traversé par les règlements de compte de l'épuration et le difficile travail de deuil. Jean retourna à son école. Devant ses élèves,
il ne parla pas d'abord d'héroïsme. Il parla de Sedan, de la défaite, de la peur. Il parla de l'occupation, de la faim, de la lâcheté parfois. Puis il parla de l'honneur, du choix qui s'offre à chaque homme, même dans les pires ténèbres, se soumettre ou résister. Il leur lut des passages du journal qu'il avait tenu clandestinement, leur montra un tract jauni. Il n'était plus le caporal terrorisé de la Meuse. Il était un survivant, un témoin. Son combat, désormais, était de transmettre. Transmettre la mémoire fragile de cette flamme qui, née dans l'humiliation de la défaite, avait brûlé dans l'ombre pour finalement illuminer la libération. Car il savait, plus que quiconque, que la liberté ne se reçoit pas, elle se conquiert chaque jour, parfois au prix de son sang. Et cette leçon, plus précieuse que toutes les autres, était le véritable héritage de ces années de plomb. Les jours qui suivirent la libération furent une étrange symphonie de joie brute et de chagrin contenu. Paris célébrait sa délivrance avec une frénésie qui frôlait la folie, comme pour chasser par le bruit le souvenir des années de silence oppressant. Mais pour Jean, et pour beaucoup d'autres, la liesse avait un arrière-goût de cendre. Chaque rire lui rappelait le visage de Pierre. Chaque drapeau agité lui évoquait l'étoile jaune qu'il avait vue sur la poitrine d'une petite fille. Il retourna dans son école, un bâtiment gris qui avait miraculeusement survécu au combat. Les murs portaient encore les traces des impacts de balles. Ses élèves le regardaient avec un nouveau respect, mêlé de curiosité. Ils chuchotaient entre eux, le maître était un résistant. Mais Jean ne se sentait pas un héros. Un héros, c'était Pierre, mort sous la torture sans avoir parlé. Lui, il avait survécu. C'était une chance, un fardeau, une dette. Ses premières leçons ne portèrent pas sur la grammaire ou l'arithmétique. Il parla de la débâcle de 1940, de la peur viscérale qui tord les entrailles, de la honte de la défaite. Il décrivit l'occupation, non pas comme une aventure, mais comme un long et glacial hiver de l'âme. La faim tenaillante, la méfiance omniprésente, le choix cornélien entre se taire et risquer sa vie. Il leur parla de la collaboration, de ces Français qui avaient servi l'ennemi et de la complexité troublante des choix dans un pays brisé. Puis, un matin, il apporta une petite boîte en fer rouillé. À l'intérieur se trouvait son trésor de guerre, un tract décoloré appelant à la grève des étudiants en 1940, un numéro clandestin du journal Combat, la lettre qu'il avait écrite à Sedan et jamais envoyée, et son journal tenu à la lueur précaire d'une bougie dans des caves. Il lut des passages à voix haute, sa voix un peu rauque. Il lut la description de l'explosion du train de munitions, la joie sauvage et éphémère qu'il avait ressentie. Il lut son désespoir le jour de l'arrestation de Pierre. L'héroïsme, ce n'est pas de ne pas avoir peur, leur dit-il, le regard perdu au-delà de la fenêtre, sur la cour de récréation maintenant pacifique. C'est d'agir malgré la peur. C'est de refuser, même seul, même faible, que l'injustice devienne la norme. La résistance pour beaucoup a commencé par un petit geste. Rendre un ticket de rationnement à un voisin juif, recopier un tract, refuser de serrer la main d'un collaborateur. C'était minuscule, mais c'était essentiel. C'était garder allumée une petite flamme. Le pays, autour d'eux, tentait de panser ses plaies. L'épuration sauvage et les procès officiels secouaient la nation, révélant les ambiguïtés et les trahisons. Jean fut parfois sollicité pour témoigner. Il le fit avec une froide précision, sans haine théâtrale. La justice, il en était convaincu, devait être rendue non pour assouvir une vengeance, mais pour poser les fondations d'un monde nouveau, plus juste. Les années passèrent, la France se reconstruisit matériellement, mais les cicatrices morales restaient profondes, souvent tues. Jean continua d'enseigner, transmettant inlassablement la mémoire de ces années sombres. Il emmenait ses élèves au mémorial de la déportation, derrière Notre-Dame, et leur faisait toucher du doigt les noms des fusillés au Mont Valérien. Un jour, un ancien élève, devenu historien, lui rendit visite. Il préparait un livre sur les réseaux de résistance de la région parisienne. « Maître, lui demanda-t-il, après toutes ces années, que retenez-vous de cette période ? Quelle est la leçon la plus importante ?» Jean se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, comme il en avait l'habitude. Le soleil d'automne inondait la rue.
La leçon, dit-il enfin, c'est que la liberté n'est jamais un acquis. Elle est un combat de chaque instant. En 1940, nous l'avons cru perdue à jamais. Nous avons appris, dans la douleur, qu'elle peut être grignotée, piétinée, confisquée. Mais nous avons aussi appris qu'elle peut renaître de l'ombre, portée par la volonté de femmes et d'hommes ordinaires. La résistance n'était pas une armée, c'était un état d'esprit, un refus. Le devoir de mémoire n'est pas de célébrer un passé glorieux, car il ne l'était pas. C'est de rester vigilant, pour ne plus jamais avoir à vivre cela, pour ne plus jamais avoir à choisir entre la lâcheté et la mort. Il se retourna, son visage marqué par l'âge et le souvenir, mais ses yeux avaient conservé la même intensité que celle du jeune homme qui avait vu les Panzers franchir la Meuse. Notre victoire, à nous, les ombres, n'a pas été de gagner la guerre. Elle a été de prouver, jusqu'au bout, que même dans la nuit la plus profonde, la lumière de la dignité humaine peut continuer de briller. Et cela, personne ne pourra jamais l'effacer. Sur son bureau, dans la boîte en fer, la lettre de Sedan jaunissait tranquillement. Elle n'était plus le témoignage d'une peur, mais la preuve que du plus profond de l'abîme, un homme peut se relever et, à sa modeste mesure, changer le cours de l'histoire. La flamme de la résistance ne s'était pas éteinte. Elle s'était transmise.